reconnu par le journal officiel de l'Essonne a pour objectif la réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires, l'électrification des villages par de mini-barrages et panneaux solaires, réhabilitation de routes de desserte agricole, c'est-à-dire de desserte économique, adduction en eau potable des villages, soutien de matériel et bancaire des agriculteurs, agronomes, par la création de coopératives et des organismes de microcrédit. Valorisation de zones minières et de leur cartographie pour l'exploitation. Relance des activités culturelles, ancestrales et linguistiques. Valorisation des jumelages avec d'autres villes du monde pour des échanges multiformes. Son siège social est le bâtiment H, 12e étage, boulevard Henri Dunant, 91 100 Corbeil-Essonnes. La date de sa création est le 12 novembre 2018. Vous savez, quand il y a eu une création d'association, il y a 3 points essentiels, qui est la date de la création, les buts. J'ai énoncé ce qu'il faut. Et le troisième point, c'est la dissolution. Nous n'en sommes pas là. Bon, comme ordre du jour, nous avons la présentation de l'association qui sera faite par le président. Le projet de stratégie adapté à la politique du pays et de la province du Congo central selon le loi sur la décentralisation. Le troisième point, ça sera le divers. Donc je laisse soin au président de faire la lecture du statut. Comme nous l'avions entendu tout à l'heure, dans les objectifs de notre association, il y a plusieurs points. Je vais commencer par énumérer chaque objectif et les moyens que nous allons mettre pour atteindre ces objectifs. Alors, le premier objectif était la réhabilitation des infrastructures scolaires et sanitaires. Donc dans cela, il y a 2 volets. Il y a le volet scolaire et le volet sanitaire. Alors, il y a un constat. Au Congo central, nous bénéficions de beaucoup de structures construites soit par l'État, soit par les Belges, et soit par des privés. Mais malheureusement, la plupart de ces structures scolaires sont en état de délabrement. Ce qui demande à nous, la diaspora, ainsi qu'aux autochtones, de faire un effort pour pouvoir réhabiliter tous ces ensembles. On verra dans les écoles parfois, il y a un manque de bancs. Dans une école, il n'y a pas de fenêtre. Dans une école, il n'y a pas de toilette. Dans une école, il n'y a pas de bibliothèque. Et pourtant, ce sont des choses qu'on peut faire de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que nous suggérons, par exemple, pour nos écoles? Les écoles qui n'ont pas de bons bâtiments.
nous pouvons nous arranger à faire voir aux autochtones qu'il y a une possibilité de faire des bonnes écoles avec des matériaux durables. Effectivement, on peut faire avec les briques rouges. Ça, c'est des fours à briques. Donc en fait, c'est des briques qui sont fabriquées à partir de latérite, de la terre à jour, et qu'on met dans le four. Et à la fin, je veux dire qu'il y aura des briques solides. Avec ça, on a construit des écoles. Avec ça, on a construit des cathédrales qui datent des années 30, 32, voire même 45. Mais aujourd'hui, le mal est que, au lieu qu'on puisse avoir des bonnes écoles dans de bonnes conditions, on a des trucs, des fois, qui laissent à désirer. Alors, il suffit seulement d'un peu d'effort, un peu d'éducation pour montrer aux gens qu'effectivement, on peut faire mieux. Voilà, vous voyez l'illustration, on a des briques. Et avec ces briques-là, on peut tout construire. Tout. Même au niveau des maisons, on peut construire des maisons. Au lieu d'avoir des décors, des genres de trucs, au-delà, tu es obligé de te trouver pour montrer. Et avec ça, on a du matériel solide. Et on doit, nous, à l'association, on va aller inciter les gens à revenir à faire des fabrications de briques dans ce sens-là. Ok. Là, c'était pour les bâtiments. À côté des bâtiments, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour les problèmes des bois? Le bois est gratuit. Dans la forêt, on a du bois. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a du bois, mais on n'a pas de banc? C'est le matériel qui manque. Ici, à l'association, on peut s'arranger pour peut-être acheter une tronçonneuse. Une tronçonneuse peut faire beaucoup de bonnes choses. Couper du bois et permettre à nos enfants, nos petits-enfants, à avoir des bancs comme en Europe, comme dans la capitale. Et il y a possibilité aussi d'acheter une scierie mobile qui permet de débuter les bois et de permettre à ce que ces bois-là soient transformés en bancs, fenêtres, toitures et tout. Donc on a tout sur place. Donc maintenant il faut juste seulement pousser les gens à prendre conscience. Par exemple, dans les écoles, il manque de latrines et de toilettes. Avec les briques, on peut faire des toilettes. On ne peut pas tolérer que les enfants aillent à l'école et puis pour faire leurs besoins, ils vont aller dans la mousse. Ils risquent d'être mordus par un serpent ou un truc comme ça. Donc, ça c'est quelque chose qu'on peut déjà dès le départ, par nous-mêmes, inciter les gens à pouvoir mettre en place. Au niveau des écoles, il manque la plupart du temps le problème des bibliothèques. On a beaucoup d'écoles ici qui sont prêtes à nous donner des livres. On peut constituer, par exemple, sur un territoire, par exemple, Casamolo, Luosi, Batadi, on peut faire des bibliothèques où les enfants peuvent venir consulter les livres et avoir de quoi s'instruire. Au niveau volet sanitaire, la plupart de nos territoires ont des hôpitaux de référence. Sonabata, c'est connu mondialement. Kisandou, Tsonakulu, par exemple, à Bazangoumou, Imekibese, c'est des noms, quand tu parles de ce nom-là, il y a une notoriété africaine qui est déjà là. Les gens savent qu'il y a dans notre pays avec ces hôpitaux. Mais malheureusement, tous ces hôpitaux sont actuellement dans un état de délabrement total.
Et nous ici, nous avons la possibilité d'amener du matériel là-bas. Moi, je suis du domaine et nous avons des contacts avec les maisons qui vendent le matériel. Si par nous-mêmes ou c'est par des subventions, nous pouvons réhabiliter presque tous les hôpitaux. Parce que le matériel ici, en occasion, on ne dit pas on va acheter du neuf, ça va coûter peut-être plus cher, mais en occasion, on peut avoir du matériel de bonne qualité. Moi-même, j'ai l'expérience parce que là où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en réanimation, on achète du matériel, pas du neuf, on va acheter de l'occasion. Mais, ce qu'on dit, premièrement, donc nous, on peut aussi importer ce système que les hôpitaux, les cliniques ont ici, d'acheter du matériel moins cher. Je donne un exemple, par exemple, pour acheter l'appareil de dialyse. Du neuf, ça coûte combien? Ça coûte à peu près dans les 100 000 euros. Alors qu'à l'occasion, en première main, nous on peut l'avoir à 10 000 euros. Et quand les officiels viennent ici, jamais ils auront accès à l'endroit où on les vend à 10 000 euros. Parce que c'est des trucs qui sont réservés. Il faut être dans le système pour qu'on puisse te montrer. Donc on va vous diriger juste pour aller acheter du neuf. Et alors c'est pourquoi la plupart des hôpitaux sont mal équipés parce que quand ils viennent ici, ils trouvent que c'est trop cher. Mais nous qui sommes ici, nous la diaspora, c'est notre rôle de dénicher les bonnes choses pour les préparer et les présenter au pays. Donc, un accent doit être mis dans ce sens-là et nous pouvons aussi implanter dans les coins les plus reculés, par exemple des dispensaires, des genres de choses comme ça, des maternités et tout. On peut aussi éventuellement pour les écoles d'infirmières qui forment nos jeunes au métier, faire des lobbies ici avec les écoles d'infirmières pour faire des relations pour que nos enfants puissent venir, par exemple, avoir des bourses d'études ici, ou aussi pas des bourses d'études, effectivement, avoir des cours par vidéoconférence. Donc, dans notre option, c'est ça. C'est faire cette symbiose entre ici et là. Alors, le deuxième point qu'on a cité dans nos objectifs, c'est la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Donc, pour les plus grands problèmes pour nos fermiers, nos agronomes, nos agriculteurs, c'est l'évacuation de leurs produits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart quand tu vas dans beaucoup de villages au Congo central, il n'y a plus de monde. Les jeunes sont partis. Ils sont fatigués, abandonnés. Parce que même si on arrive à cultiver et à avoir une bonne quantité de marchandises, mais on ne pourra pas l'évacuer parce que les routes sont en très mauvais état. Et effectivement, soit ces routes-là peuvent être réhabilitées par cantonnage manuel, ou si ce n'est pas par cantonnage manuel, nous, avec les recherches qu'on a fait, on est arrivé à trouver qu'on peut le faire par bitumage. Mais quand tu parles de bitumage, l'État voit déjà que pour faire 1 kilomètre de route, ça demande 1 million de dollars. Mais avec la recherche, on est arrivé à découvrir qu'on peut faire moins cher et avec tout ce qu'on a sur place. Tu peux nous balancer, jeune homme? C'est une route comme des millions d'autres. Pourtant, celle-ci contient 10% de plastique recyclé. Pour les utilisateurs, c'est difficile à croire. Si je vous dis que cette route est faite avec du plastique, vous le croyez? Non. Plastique. Du plastique? Non. C'est du bitume. Du plastique? Non. Non, non. Voici l'ingénieur qui l'a réalisé. Et pour lui, au contraire, la différence saute aux yeux.
Vous pouvez voir ici, c'est très solide. La route est toujours intacte, 7-8 ans après sa construction. Les bords ne sont pas abîmés. Habituellement, ils sont enfoncés, mais pas ici. Quand les véhicules passent sur une route, les bords s'érodent, mais pas dans ce cas. Ça prouve la solidité de la route. Et elle tiendra encore plusieurs années, pas de problème. Avec le plastique, l'eau s'infiltre moins, le revêtement est plus résistant et en plus c'est moins cher. Là, c'est un ingénieur qui a pu trouver que les déchets plastiques peuvent être transformés en bitume et en pavé. Tu peux nous le montrer en pratique. Je vais vous montrer en Afrique qu'il y a déjà des pays qui sont en train de faire ça. Les avantages de ces pavés écologiques, je pourrais dire, sont multiples. D'abord, sur le plan économique, c'est les déchets que nous récupérons. Donc, voyez-vous, ça n'a pas un coût aussi élevé que du ciment. Autre chose, au niveau de la résistance, ils sont plus résistants que ceux faits à base du ciment. Je m'explique. Parce que vous voyez, le plastique est imperméable, il est élastique à la limite. Donc, une fois fondu, il retrouve son état initial, mais sauf que il est maintenant entre les granulations du sable. Voilà l'école. Ceci va se mettre les besoins quotidiens que j'ai. C'est pas grand chose, mais c'est pas. On peut faire des routes avec les déchets plastiques. Si nous regardons actuellement Kinshasa, ils ont un grand problème des déchets plastiques. Ils ne savent pas quoi en faire. Mais pour nous, ces déchets plastiques, c'est de l'or. Parce qu'avec ces déchets plastiques, nous, on va faire des routes. Donc, tout se trouve sur place. Il y aura juste à prendre les jeunes, donc vous avez vu là-dessus, et ces jeunes-là, on va les former à faire ça. Et ces bitumes-là durent plus longtemps que les bitumes naturels, parce qu'ils sont imperméables.
Donc c'est déjà une des propositions que j'avais déjà proposées au pays, qui n'avait pas reçu l'aval. C'est pourquoi je reviens sous forme d'association pour qu'on soit nous-mêmes dans le bain, au lieu de compter sur l'appui du pouvoir ou des... Alors, si, avec ces systèmes, on va élaguer la plupart des sérieux problèmes. Dans quel état se trouve la route? Donc, par exemple, dans ces endroits-là, avec la technologie qu'on a, on va faire peut-être 200 mètres, 300 mètres de route et en bon état. Donc, il suffit de faire quoi? De mettre les caniveaux du côté gauche, les caniveaux, et les caniveaux, on fait avec les pavés, que nous fabriquons à partir de déchets plastiques. Donc, on met un caniveau de l'autre côté, et entre les deux caniveaux, on place les bitumes. Donc les camions vont passer sans problème. Donc là où il y avait ces bourbiers qu'ils appellent coettes, à la place, nous, on met des bitumes et les camions vont passer tranquillement sans problème. Donc on peut faire ça sur 100 mètres, 50 mètres ou 200 mètres. Et plus loin, s'il y a encore un problème pareil, on fait la même chose. Ce qui fait que tous les villages qui sont enclavés pourront être maintenant, il y aura une circulation libre. Donc là, les marchandises peuvent sortir, les camions peuvent rentrer. Et ça, c'est une dépense qui ne demande même pas grand-chose. Il suffit juste d'avoir un camion pour ramener les déchets plastiques, un deuxième camion pour nous ramener les sables des rivières ou des fleuves, et on a la main, les jeunes, il y a juste un petit calcul de quantité qu'on fait. Il suffit de faire ces petits calculs, on calcule bien, on les montre, voilà, vous faites ça, après on a tout ça. Et pour faire parce que pour faire on a besoin de moules. Et les moules, moi j'ai un atelier de tournage mécanique à Kinshasa. Donc c'est les soudeurs qui le font. Ça ne va même pas nous demander grand-chose. Donc on a tout ce qu'il faut, mais on souffre. C'est pourquoi il fallait réfléchir, essayer de comprendre et d'amener des solutions. Alors, le troisième volet, c'était l'électrification des villages. Par la construction des micro-barrages, des mini-barrages, selon la grandeur, la puissance, les débits de chaque rivière ou cours d'eau. Si vous avez bien remarqué, en Europe, dans tous les villages, dans tous les coins, il y a de l'électricité. Avant, il n'y avait pas de stations nucléaires. Mais en France, dans les années 30, dans les années 50, 60, 70, ils avaient toujours de l'électricité. C'est la question que je me suis posée. Comment ils ont fait pour avoir de l'électricité pendant cette période, avant même qu'on puisse commencer à utiliser l'uranium comme combustible? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des mini-barrages partout. Conclusion, mais si en France, ils ont moins de cours d'eau que nous, tu passes dans chaque village, il y a une rivière. Tu passes dans chaque village, il y a un petit ruisseau.
Et dans chaque ruisseau, dans chaque rivière, on peut produire du courant. Tu peux nous balancer des éléments, jeune homme? Parce que quand on parle de barrages, ça fait peur. Les gens pensent qu'on va faire des gros trucs et tout ça. On y va. Là, c'est l'exemple d'un barrage sur, c'est un micro-barrage sur un point de chute. Et ça, c'est un député de Wallonie qui a fait construire ça. Ça lui a coûté à peu près 200 000 $. Mais pour nous qui sommes là, ça va coûter moins que ça. Parce que nous savons qu'on peut demander. J'ai le polo de Katem Moukama, je suis ingénieur électrotechnicien, chargé des travaux. Donc on n'a pas barré, on n'a pas fait un barrage. En fait, on dévie l'eau de la cour de secours, on met cette eau dans un passage et au fond de ces passages, il y a un petit retenue d'eau qui sera au même niveau que la chute. Donc la chute continue à couler de son côté, mais on dévie une partie. Et c'est cette partie qui va sortir par ici, qui va descendre, vous pouvez descendre comme ça, qui va descendre dans un grand tuyau. Et dans ce tuyau, ça va rentrer dans une turbine et ça va commencer à tourner la turbine. Et la turbine, voilà, c'est ça. Vous voyez la déviation, ça vient jusque là. Et l'eau commence à descendre par là. Donc ce qui fait que le cours d'eau est normal, il n'y a aucun souci ou il n'y a aucun problème d'environnement. Et à partir d'ici, l'eau va couler dans le grand tuyau à une vitesse. Et c'est ça qui va faire tourner la turbine. La turbine fait tourner la génératrice et on a de l'électricité. Parce que quand on parle de barrage, c'est vraiment, ça fait peur. Les gens pensent comme à Inga et tout ça, on va bloquer les trucs. Alors, on a un autre système. Vous voyez, l'eau descend. Il y a un deuxième système. Quand on n'a pas de chute, on peut travailler d'une autre façon. Tu peux nous balancer. Vous voyez, l'eau rentre là. Ça, l'autre. Ça, c'est notre chute qui se trouve dans les Katanga, fait par les Belges, mais qui existe jusqu'à ce jour. L'avantage la différence entre beaucoup vont. Voilà. Ça, c'est quand on n'a pas une chute. Ça se passe comment? Vous allez voir. Ça, c'est dans le mur. Et là, les tuyaux là sortent dehors. Et ils sortent sur quoi? Voilà. On fait un passage, l'eau arrive, fait tourner la roue à homme, on l'appelle. Et la roue à homme tourne et tourne, entraîne la génératrice et on a l'électricité. Ça, on peut faire ça sur toutes les rivières. Chili, rivières, n'importe quelle rivière, on peut faire ça. Et il y en a, par exemple, c'est un truc qui a peut-être 50 ou 20 kVA ou 50 kVA. Et l'avantage d'avoir de l'électricité dans nos villages, c'est qu'il y aura plus de jeunes qui vont quitter les villages pour venir chercher la lumière à Kinshasa. On pourra installer, faire des huileries, on pourra même construire des villas avec piscine, Internet comme maintenant c'est sur satellite, au village.
avec de l'électricité, les gens peuvent voir Internet dans les Maniagas, dans les Mayombe, dans les fonds des montagnes là-bas. Ils ont ça. Donc, il y a plus de complexe entre le citadin et celui qui habite au village. Et je crois que ceux qui habitent la ville viendront au village. Il n'y aura plus besoin de faire des vacances pour venir en Europe. Non, les gens vont chercher à aller au village. Donc, avec ça, on peut avoir une boulangerie. Parce que l'élément qui est passé, on n'est pas allé jusqu'à la fin parce que par rapport à notre temps, vous aurez vu dans ces villages où les députés avaient construit ces barrages, ils ont un atelier de soudure. Alors que dans un village, ils ont un atelier de soudure. Ils font des portails en fer et tout. Ils ont des moulins, ils ont tout. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Alors, ils ont même des chambres froides au village. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Alors, le quatrième point est l'addiction des villages en eau potable. Nous voyons que la plupart de nos villages, les mamans le matin se réveillent 5 h du matin, 4 h du matin pour aller chercher de l'eau et tout. Alors qu'au niveau du village, on peut faire des puits. Tu peux nous balancer l'élément du puits? Par exemple, entre les agriculteurs de riz, les agriculteurs d'arachide, de bananes, qui se regroupent afin qu'ensemble ils puissent défendre leur commerce. Donc, alors, si les agriculteurs arrivent à s'arranger, on peut avoir des coopératives bancaires, par exemple. Il y a une possibilité de financement des microfinances et tout. Mais il faut qu'il y ait des structures. Donc, par exemple, s'il y a des particuliers qui arrivent à faire de coopératives, ils peuvent bénéficier de l'appui extérieur des bailleurs de fonds pour leur affaire. Donc nous serons là pour les stimuler, par exemple ceux qui ont un peu de moyens, les pousser à faire ça. Donc, par exemple aussi, pour les agriculteurs, il y a possibilité avec l'association d'acheter des tracteurs, parce que le problème se pose d'abord c'est les tracteurs. Nous avons la possibilité d'acheter des tracteurs ici à un bon prix, et on a l'avantage parce que là-bas les tracteurs ne payent pas les droits des douanes.
tu peux amener 50 tracteurs, tu ne payes pas les droits des douanes. C'est l'avantage que nous a donné. Malheureusement, on n'arrive pas à le mettre en pratique. Alors, notre apport sera aussi d'aider les gens à faire la transformation sur place. Donc la transformation de fruits, la transformation à l'air montrant, par exemple, à l'air guidant, à faire des achats, soit sur Internet, soit à l'air proposant des choses, du matériel compétitif pour pouvoir, sur place, par exemple, faire les jus et tout. Imaginez un pays comme chez nous. Nous importons les jus d'ananas. Nous importons les jus d'orange. Alors que si tu vas au Maniana, les oranges pourrissent. Donc, il faut qu'on arrive à pallier à ça, que l'argent qui part pour l'importation, cet argent puisse servir localement. Alors, on a parlé au 6e point, la valorisation des zones minières et de leur cartographie. Alors, qu'est-ce que nous on a proposé? Il y a déjà un organisme, une coopérative des exploitants miniers qui se trouve à Matadi. Et nous, ce que nous pensons faire, c'est de s'associer avec ces amis-là pour qu'on puisse voir et connaître la cartographie. Effectivement, on nous dit qu'à tel endroit, il y a du cobalt. À tel endroit, on nous dit qu'il y a du cuivre. Mais il faut qu'on arrive éventuellement à cerner et à savoir et à stimuler les particuliers, les Congolais, à rentrer dans le domaine minier. Parce que quand on parle des mines, on ne voit que les multinationales et tout. Alors qu'on peut aussi exploiter l'or, on peut aussi exploiter les diamants, à la place de laisser les Chinois venir exploiter. Donc, ça c'est aussi un point que nous voulons vraiment marquer. En 7e point, nous avons parlé de la relance des activités culturelles, ancestrales, linguistiques. Si nous voyons bien au niveau de notre musique, il y a un apport qui vient souvent de la musique folklorique. Et si nous observons bien, dans les années 70, il y avait des orchestres traditionnels comme Kintweli, connus partout. Mais tous ces orchestres-là ont failli. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de soutien. Il y a eu des orchestres, là, quand nous étions encore plus jeunes, Zémé, Banita, c'est des orchestres qui sont mais qui sont, par leur ardeur, qui sont venus nationaux, parce qu'ils avaient des soutiens et des gens qui soutenaient ces orchestres. Et les week-ends, nos vieux qui avaient un peu de moyens partaient là-bas, les week-ends à Kisantou, ils allaient à Mwanda. Les gens n'allaient pas, les Kinois quittaient Kinshasa pour aller au Congo central. Danser à Kisantou, se distraire à Kisantou, se distraire à Bazamou, à Matadi, il y avait Comet. Donc, et tous ces orchestres-là aujourd'hui n'existent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'instruments. Nous, au niveau de l'association, on peut faire un effort pour pouvoir relancer cette activité. Et nous avons proposé qu'il y ait une journée Congo. Ça veut dire quoi? Une journée où les nés Congo pensent, réalisent et commémorent quelque chose pour dire que nous sommes originaires de telle terre. Par exemple, on dira 18 mars ou 16 mars. Tous les 16 mars, et ce sera comme un carnaval. Donc on va instaurer un système comme un carnaval. Les 16 mars de toute année, tous les Négongo fêtent la journée Négongo. Ça c'est culturel. Bon.
nous ne dirons pas, parce que ça, on n'a pas eu le temps de vous le souligner, notre association est apolitique. Notre association est non tribale. 2. Et notre association est non raciale. Ça veut dire qu'on reçoit les gens de toutes les tendances politiques. Mais ici, nous ne parlons pas de politique politicienne. Nous ne parlons que de politique de développement. Que tu sois de la Mouka, de Cash, de machin, ce n'est pas notre problème. Que tu sois du PPRD, ce n'est pas notre problème. MLC, ce n'est pas notre problème. Quand tu viens chez nous, c'est pour nous proposer, moi en tant que membre de l'association, voilà ce que je propose. Parce qu'aujourd'hui, les gens, au départ, m'ont traité un peu de tribaliste. Ils disent, ah mais non, tu fais seulement pour une association pour les Bakongo. Mais j'ai expliqué non. Moi, j'ai été à Banzango avec les amis Balouma, dans la même école. Des Momos, des Tétés. Mon professeur j'ai fait l'école infirmière. Mon professeur était rwandais. Donc, on avait tout le monde. Ces enfants étudient tous, on a tous étudié ensemble. On avait les enfants de Mobutu ont étudié à Kisantou. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, il a étudié en Banzamama, dans les terres de mes parents. Donc, il n'y a aucune différence. Donc, les parents envoient les enfants à l'internat, on ne voit pas, et là-bas c'est chez les Bakongo. Non. Ah non, s'il va là-bas, il va prendre l'esprit du Bakongo. Non, non. C'est ça qui a fait que le Congo central a donné beaucoup de cadres d'élite ont étudié au Congo central sans être des nécos. C'est pourquoi nous insistons vraiment que cette association reste apolitique. Le 8e point, c'était le jumelage des villes. Nous voyons la plupart de nos amis maliens, de nos amis sénégalais, de nos amis, ils ont fait des jumelages avec des villes de France, d'Europe. C'est comme nous voyons aussi des villes françaises faire des jumelages avec des villes allemandes ou des villes américaines. Donc notre souhait serait, par exemple, moi j'habite Corbeil, que la ville de Corbeil fasse un jumelage avec la ville de Madiba. Pourquoi pas la ville d'Ivry faire un jumelage avec les territoires de Mayombe. Voilà, ça c'est un point que nous voulons vraiment mettre en pratique. Je vais passer la parole au Paracha. Merci beaucoup. Je me suis fait accompagner d'un ami qui est biologiste. Il est là parmi nous, M. Santa. Fais-toi voir. Il y a eu des sujets qui sont très intéressants. Il n'est pas Congo central. Mais j'avais dit que n'oublions pas que le Congo central est circonscrit dans la RDC pour dire que l'association a besoin de tout Congolais et accepte les projets de tous, car le bénéfice de ce développement sera congolais et prendra certainement de l'expansion. Ça peut partir du Congo central, le bénéfice, et aller au Bandundu, au Kasaï et partout. C'est ça l'expansion. Cet ami qui s'y connaît bien, il est biologiste. Nous avons un sujet de bois. Il va en parler certainement. Il sait faire du charbon sans déboiser. Parce que le sujet qui a été évoqué, nous venons de Nairobi, c'était sur l'écologie. Donc le bois est aujourd'hui sacré. Mais lui, il arrive en affaires, il
fait le charbon, mais sans loi. Il en parlera. Et parlons de bibliothèque, parce que nous deux sommes vraiment ensemble, nous connaissons, et c'est là que le doit être connu de tout le monde, je crois, où les livres se vendent à 1 euro pour monter des bibliothèques. Par exemple, il y a Trocante ici à côté, à l'Escorgis, où les livres se vendent à 1 euro pièce. Donc on peut créer des bibliothèques avec le livre, le réemploi. S'agissant de barrières, de barrages, de mini-barrages, moi j'en ai vu. Si je savais, j'allais demander qu'on m'envoie des images sur ça. Il y a un ami qui a un frère qui est à Kassamou, Maître Bassana. Bon, il était candidat, mais bien malheureusement ça n'a pas marché pour lui. Qui a un petit site touristique à Kassamou. Et l'électricité qui est là-bas à Kassamou chez lui est produite chez lui-même sur la rivière Lukunga, sans chute, comme on a vu ici. Il a canalisé, redressé, il a créé un chenal qui donne du courant à ce cours d'eau et ça lui produit du courant. Donc, il y a des exemples. Sinon, vraiment, j'allais demander des images, qui nous envoient des images, malheureusement, que je n'étais pas au courant de tout ça. Bon. Le jumelage, s'agissant du jumelage, si nous savons proposer à nos villes, parce que du donnant-donnant, quand il y a un jumelage, la ville doit savoir qu'est-ce qu'il va tirer comme bénéfice en jumelant. Or, nous avons une richesse culturelle incroyable. Donc nous devons tous réfléchir là-dessus. Et pour la date, pour commémorer, on peut toujours chercher une date, la date de l'entrée de Stanley, la date qui sera une date qui nous amènera à fêter la vie de la province. Bon, le butimage, ça c'est vraiment un point très important. C'est quand nous savons que les pistes ici, où les gens font de l'athlétisme, même dans les petits terrains de football ici, c'est le plastique récupéré, recyclé. Ouais. Donc nous avons beaucoup de possibilités et les briques cuites, moi-même je suis allé acheter des briques cuites à Kassamou pour la construction de ma maison à Biboua. Mais à Kassamou, où dans les calculs, si il faut construire une maison qui coûte 10 000 $, par exemple, de construction, avec les briques cuites, tu en construiras alors 1 000 $. Et avec une résistance incroyable. J'ai vu des maisons en étage aglissantes construites en briques cuites. Des maisons en étage. La cathédrale de Bissau s'écrit, c'est construit à... Et les briques cuites d'aujourd'hui, fabriquées aujourd'hui, des maisons en étage. Donc nous avons toutes les possibilités. Et je crois que je finis mon intervention. Maintenant, passer le micro à tout le monde. Je serais très intéressant de voir, très content de voir ça commenter. Moi, j'ai le grand Kassaïen. J'ai eu le grand Kassaïen parce que surtout de ce monde, je ne connais pas le Kassaïen. Je suis resté 4 ans au Canada, 5 ans j'ai fait l'université de Saint-Denis, beaucoup d'années à Kinshasa où j'ai grandi, et puis 25 ans, 26 ans là. Donc le Kassaï, quand on me demande comment je vois, ben ça y est à Kinshasa. Donc je ne me sens pas Kassaïen, je me sens congolais. Donc le développement du Congo central, tout le monde doit y participer. Richard a parlé du charbon avec du papier, parce que je suis basé mes connaissances scientifiques, je me dis maintenant le bois et du papier, c'est la même matière. Alors quand on coupe des arbres, on est de la nature. Alors qu'on a des déplacements, il faut avoir beaucoup d'arbres pour avoir beaucoup d'oxygène, parce que les Européens
choisi une expérience que j'ai faite quand j'étais en Portugal il y a 5 ans. Avec du papier, je suis arrivé à fabriquer du bois. Et ça traînait 5 fois plus longtemps que le charbon que nous utilisons. Je l'ai amené le terrain à Avril. Ça n'est pas terrible. Alors je m'attendais à ce que les gens me demandent des films, ça demandait. Personne ne m'a demandé. Je me suis dit, bon, je pense que je vais partager avec vous. Je dis, bon, ce sera un projet long terme. On va le faire juste pour préserver la nature, pour que les gens ne coupent pas. Il y a beaucoup de projets, mais je m'arrête que tout le monde y participe. Tout ce que vous avez annoncé, ça m'arrange, ça me plaît. Je ferai partie de votre association parce que je me sens congolais, je me sens pas congolais. Merci. J'y adhère. On aura défini quels sont les projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Quelles sont les priorités. Je suis très content que vous ayez pris cette initiative et que Dieu nous accompagne. Merci. Je crois que tout le monde a bien compris, a bien vu tout ce qui était exposé. C'est vraiment une joie pour moi et pour nous, l'association, que vous soyez là. C'est vrai que c'est un peu dur de faire comprendre à beaucoup de gens quand il s'agit d'un sujet de développement. C'est vrai qu'on a toujours tendance à aller plus là où on a la fête, ou peut-être au niveau des deuils, mais quand on parle de développement, d'économie, il y a très peu de gens qui viennent. Je vous remercie beaucoup, je vous félicite et je vous invite à partager cet idéal, parce qu'en fait, le développement, nous parlons aujourd'hui du développement du Congo central, mais qui va avoir des répercussions comme M. Richard vient de dire là, puisque la plupart des provinces vont voir ce que nous allons faire. Parce que nous sommes passés du stade du parler, maintenant on est dans le stade de l'action. Parce que ce que vous avez vu là, dans 2 ou 3 mois, ça sera appliqué sur le terrain. Donc, parler, c'est bien. Nous voyons beaucoup comment les gens débattent sur Facebook, ils dire ah, je suis nationaliste, je suis patriote, je suis patata. Mais quand il s'agit de mettre la main sur la pâte, de faire quelque chose, il n'y a vraiment pas beaucoup. Mais nous allons, parce que là aujourd'hui, en fait, c'était pour présenter l'association, les objectifs. On aura une autre assemblée où on fera beaucoup plus appel à beaucoup de monde. Parce que là, on était un peu limité. Je n'ai pas voulu appeler beaucoup de monde. J'ai appelé les minimums pour présenter les projets. Et comme les projets sont présentés déjà sur Internet et tout, la prochaine assemblée, ce sera l'assemblée où on va établir les bureaux de l'association. Donc, on va vous présenter, on pourra voir les trésoriers et tout le reste. Mais, comme association, nous sommes ouverts. Il y a tout. On a tous les documents. Et à partir de la semaine prochaine, on commence encore les démarches. Donc, vraiment, je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Donc, partagez cette nouvelle à nos amis, à nos frères et partout. On a un soutien vraiment international. Donc, au niveau de l'association, au niveau de Kinshasa, j'ai des appels, j'ai des adhésions, beaucoup d'adhésions. Au niveau du Congo central, j'ai beaucoup d'adhésions. Il y a beaucoup de propositions aussi au niveau des États-Unis, partout. Donc, c'est vraiment une association qui va regrouper beaucoup de monde.
Voilà. Je crois qu'il y a un petit apéritif et après on pourra se séparer. Merci, merci. Et ce sera bon retour chez vous et à la prochaine. L'association pour le développement du Congo central, créée à Corbeil-Essonnes en France pour stimuler le développement dans la contrée du Congo central. Et ce développement qui va attirer les autres provinces aussi vers le haut. Nous avons un projet de société, des objectifs à atteindre, et ces objectifs sont nobles. Par exemple, nous proposons bien de bonnes choses. Nous proposons l'électrification de tous les contrées ayant une rivière, ayant un cours d'eau. Nous proposons le bitumage des endroits ayant créé des sérieux problèmes, par exemple, des endroits d'accès difficile. Nous pouvons éventuellement, par la transformation des déchets plastiques en bitume, une technologie nouvelle que nous voulons mettre en pratique chez nous. Et ainsi, pour éviter la déforestation, nous avions des biologistes aussi qui ont proposé de faire du bois à partir des cartons. Donc on a vraiment un projet très important d'apport des bonnes choses pour la province. Les écoles, les hôpitaux, les secteurs miniers, tout est pris en compte. Nous aurons des subventions pour pouvoir arriver à notre but. Et nous espérons que tous les Congolais seront derrière nous et pour nous appuyer ensemble, sans distinction des races, des tribus. Nous sommes là, apolitiques. Nous recevons tout le monde et nous serons à mesure de partager tout ce que nous avons à toute la République. L'association vous appelle à adhérer massivement dans notre projet. Je vous remercie.